Alors justement, Bénédicte, voilà, quelles sont les propositions du parti justement pour un budget plus à l'équilibre et plus juste et populaire. Et populaire. Grand merci avant tout à la glorieuse section de Lille pour son invitation et à Eric pour son exposé. Comme notre petit numéro commence à être rodé, Eric a fait une excellente transition avec ce qui me reste à présenter. J'ai identifié non pas 3 mais 5 axes en termes de propositions pour justement un budget qui réponde aux besoins populaires. Le premier axe, je vais vous les présenter maintenant, c'est sortir de l'austérité, avec une idée à la fois simple mais complexe, c'est l'idée que la dette n'est pas le problème, mais que le sous-développement l'est. Le problème des finances publiques, c'est pas, Eric l'a très bien démontré, c'est pas tant le niveau de la dette, parce que arriver à des chiffres, ça n'a même plus aucune matérialité, on se représente plus ce que c'est. Compter 1 million de secondes prend 11 jours, compter 1 milliard de secondes prend 31 ans. Donc c'est un peu ce ratio-là aussi qu'il faut avoir en tête, et ce qui est très compliqué quand on parle de chiffres de milliards, on ne sait pas ce que ça représente. Mais la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on finance avec la dette? Et surtout ce qu'on ne finance pas avec. Ensuite, le deuxième axe, c'est la création d'un fonds d'avance, donc non plus de prêt, comme Eric le disait, mais le retour à la notion d'avance. Un fonds d'avance de 100 milliards par an pour reconstruire les services publics. Et c'est lancer immédiatement un choc de développement par les services publics. Ensuite, le troisième axe, c'est une réforme fiscale juste, faire contribuer le capital et soulager le peuple, reprendre l'argent là où il est, Eric l'a aussi esquissé dans son propos, et reprendre l'argent là où il est, pourquoi ? Pour financer les besoins populaires. Quatrième axe, transformer les aides aux entreprises et renforcer la sécurité sociale, ce qui me permettra de revenir aussi sur le brillant rapport sénatorial sur les 211 milliards, avec moins de cadeaux, plus de leviers pour l'emploi et l'écologie. Et enfin, le cinquième axe et le dernier de ma présentation, c'est un choc de développement pour l'emploi et le travail. Donc, sortir de l'austérité, la dette n'est pas le problème, le sous-développement, oui. Je ne reviendrai pas sur la peur et les propos anxiogènes qui peuvent quotidiennement abreuver les canaux d'information, tout le monde le vit, mais revenir à l'idée que la dette, c'est aussi un outil. Alors Eric l'a présenté dans son propos, c'est un ménage qui va s'acheter son logement, il a recours à la dette, mais c'est un investissement, j'allais dire, quasi vital. Enfin, se loger, c'est super important, donc on ne va pas remettre en cause l'idée de faire un emprunt pour acheter sa maison. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on finance avec la dette ? Une dette qui va financer les marchés, justement, et renforcer l'austérité, clairement, qu'est-ce que ça va faire à part affaiblir le pays ? Rien d'autre. Donc ça, déjà, on élimine l'idée. Mais par contre, une dette qui va financer le développement, l'emploi et les services publics, in fine, c'est une dette qui va venir renforcer l'économie du pays. Et donc, avoir en tête aussi que, à travers cette démonstration-là, que l'État ne se gère pas comme un ménage. Donc là, vous avez eu la démonstration d'Eric. Et aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que on réduit les dépenses utiles, on affaiblit les services publics, et dans le même temps, on va venir consacrer des dizaines de milliards d'euros chaque année, rien que pour payer les intérêts de la dette. Donc c'est un système qui est complètement fou, en fait. Je pense que à cette échelle-là, on peut parler de folie, quoi. Donc cette logique d'austérité ne réduit ni la dette ni le déficit, et elle organise le déclin du pays. C'est une logique que nous voulons rompre totalement, quoi. Je pense que là, c'est aussi un effort, j'allais dire, psychologique pour sortir de cette peur constante qu'on essaye systématiquement, quotidiennement, de nous imposer.
Donc j'en viens au deuxième axe, lancer un choc immédiat d'investissement public pour les services publics. Alors pour sortir de l'austérité, le parti propose une action structurante, c'est la création d'un fonds d'avance pour les services publics. Donc ce fonds représenterait 100 milliards d'euros dès sa première année et on l'a estimé à 500 milliards sur 5 ans, à taux zéro. On parle volontairement d'avance et pas de dette justement, et c'est un choix politique, vous l'aurez compris, je vais pas revenir sur ce qui a été dit précédemment. Donc se pose la question de financement, 500 milliards d'euros sur 5 ans, c'est joli, mais comment on fait pour aller les chercher? Là aussi, Eric l'a un peu esquissé, c'est un pôle public bancaire avec la Caisse des dépôts et consignations, la Banque publique d'investissement, la Banque postale aussi qui en fait partie. Et avec un objectif de refinancement de la Banque centrale européenne, parce que la BCE, nous, on l'a identifié comme un outil, un levier qui peut être mis à disposition des États et qui doit sortir aujourd'hui de son rôle de gardienne des traités européens et compagnie, mais elle doit venir, on va dire, elle va venir aider à orienter les moyens vers les besoins humains et non pas enrichir le capital, quoi. Donc, à travers à quoi vont servir ces milliards d'euros? Ça va permettre 100 000 recrutements directs d'agents publics. Alors, pour la première année, forcément. Pour la santé, l'éducation, la recherche, les transports. Tous les besoins en fait vitaux et qui là sont criants. Comme on gère de l'austérité, forcément on annonce encore là récemment, c'était hier, combien d'emplois de professeurs qui vont être encore supprimés. C'est plusieurs milliers à l'échelle nationale et notre académie va être encore bien impactée, voilà exactement. Et donc ces 100 000 recrutements, ça va aussi permettre de la formation, de la rémunération avec un engagement direct pour servir l'intérêt général. Alors on investit dans des compétences, dans la qualité du service public et à la fin c'est l'avenir de notre pays qui se finance, quoi. Troisième axe, reprendre la main sur les recettes, une réforme fiscale juste et populaire. Là encore, Eric a peut-être un peu trop parlé parce qu'il va y avoir des redites, mais voilà, l'idée d'un budget populaire, ça suppose de reprendre la main sur les recettes publiques. Aujourd'hui, on nous parle du consentement à l'impôt, mais clairement, on fait face à une injustice fiscale. Elle pèse sur le travail et sur la consommation. Mais les grandes fortunes, ça ne les touche absolument pas, et encore moins le capital. Donc on propose l'instauration d'un impôt efficace sur les grandes fortunes avec un taux plancher appliqué à l'ensemble des patrimoines, y compris les biens professionnels, parce qu'il y a une petite possibilité dont les grandes entreprises sont friandes, c'est de diviser leurs actifs pour échapper à l'impôt, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des grandes multinationales qui sont au final imposées à un taux inférieur à celui du charcutier du coin ou de n'importe quel commerçant, quoi. Donc ce taux d'imposition, il serait modulé à la hausse quand ces patrimoines servent à détruire l'emploi, à délocaliser ou à nuire à l'environnement. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là des choses, c'est que quand le rapport des 211 milliards est sorti, on s'est aperçu très, très vite en fait que même les grandes entreprises, en fait, elles ne sollicitaient pas d'argent public. On leur donnait sans contrepartie, sans contrôle, et donc ça a servi à certains endroits à permettre des grandes études pour savoir comment on allait échapper à l'impôt, comment on allait délocaliser, se séparer d'industries. Alors je ne vous fais pas ce qui s'est passé sur mon territoire, entre Val-d'Une, Outinor, aujourd'hui c'est Bosch, enfin bref, la catastrophe en bande organisée, quoi. Donc ça c'est pour les entreprises, et ce qu'Eric aussi proposé et ce que je vais développer là, c'est la refonte de l'impôt sur le revenu avec tout simplement une progressivité renforcée.
et davantage de tranches. Donc aujourd'hui, on est à 5 tranches. On a connu une époque où il y en avait plus de 10. Et donc, l'idée, ça serait de rétablir ces tranches-là, parce que les grandes fortunes, au final, elles se retrouvent avec un taux d'imposition complètement ridicule, quoi. Et à côté de cette réforme de l'impôt sur le revenu, il y a aussi les sociétés. Donc la réforme sur l'impôt sur les sociétés, avec des taux progressifs, plus favorables aux TPE et aux PME, et bien plus exigeants pour les grands groupes. Et là aussi, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure avec le taux d'imposition sur les sociétés pour le coiffeur. J'ai dit charcutier tout à l'heure, bon bref, c'est pareil pour le coiffeur. Et puis à l'inverse, les Carrefour qui paient quasiment très peu d'impôts, quoi. Donc ces choix permettent de supprimer la flat tax qu'on vous a décrit tout à l'heure, de baisser la TVA, puisque ça c'est la taxe la plus injuste qui soit, tout le monde la paie, et y compris le plus pauvre paie la même taxe que le plus riche. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et de réduire la CSG, autre impôt tout aussi injuste. Donc le quatrième axe arrive avec la transformation des aides aux entreprises et le renforcement de la sécurité sociale. Je les ai couplés et vous allez comprendre dans le développement. Donc on a vu avec, à l'automne dernier, non c'était à l'été dernier, quand le rapport de Fabien Gay, le rapport sénatorial est sorti, 211 milliards aux entreprises sans aucun contrôle, sans aucune contrepartie. Là, il y a eu un choc un peu dans les médias. Enfin, ça a parlé, ce chiffre de 211 milliards. Quand on le met en rapport avec le niveau de la dette, par exemple, on peut s'interroger en se disant mais on verse autant d'aide publique, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'elles en font, ces entreprises? Bon, on a vite eu la réponse, en fait. Des fois, ça leur sert strictement à rien, si ce n'est de s'enrichir encore plus, quoi. Donc, l'idée, pour nous, c'est pas forcément de supprimer toutes les aides publiques, loin de là, parce qu'on a conscience que c'est un levier pour certaines d'entre elles, mais transformer ces aides pour qu'elles servent réellement l'emploi, la transition écologique et plus largement l'intérêt général. Pour tout ce qui est de la transition écologique, je fais une aparté avec le plan climat qui a été actualisé dernièrement et qui revient là-dessus, enfin justement sur un chiffrage très précis de ce que coûterait à l'horizon 2050 notre neutralité carbone. Donc on propose de conditionner les aides avec des critères sociaux et écologiques. En fait, ça semble être un peu le b.a.-ba quand on voit les ravages tant climatiques que sociaux. Et j'en viens, voilà, les exonérations de cotisations sociales. Aujourd'hui, pour ceux, je vais être un peu clair, c'est-à-dire que on a certaines entreprises qui ont une politique de bas salaire au SMIC par exemple, ou même 1,5 fois le SMIC, bénéficient d'exonération de cotisations sociales. Donc qu'est-ce que ça a permis, ces exonérations de cotisations sociales? Ça a permis une politique des bas salaires, quoi, et un SMIC qui est encore trop bas, et des échelles de salaire qui sont figées depuis des années, malgré l'inflation qu'on connaît. Si nos salaires avaient suivi l'inflation, on n'en serait peut-être pas là, et encore, ça serait pas non plus très glorieux, quoi. En parallèle de ce retour sur ces exonérations de cotisations sociales, on veut renforcer la sécurité sociale. Parce que comment on finance justement cette sécurité sociale qui fête cette année ses 80 ans? C'est les revenus financiers des entreprises qui doivent contribuer au financement de la protection sociale. Dans l'idée, l'objectif, c'est assez simple, c'est en finir avec le déficit de la sécurité sociale qu'on nous vend aussi. Enfin, si on avait encore 3 heures devant nous, j'en parlerais, mais un peu comme un mythe. Enfin, je pense que depuis que je suis née, j'entends que la sécurité sociale est en déficit. Mais Eric disait qu'un enfant qui naît aujourd'hui a 50 000 € de dette au-dessus de sa tête dès sa naissance. Si on en finissait avec toutes les exonérations fiscales, avec les évasions fiscales et tutti quanti,
on avait estimé, en fait, l'enfant aurait un crédit au-dessus de lui de plus de 20 000 €. Bon, c'est pas la même chose de commencer sa vie avec une dette de 50 000 ou avec un crédit de 20 000, quoi. Donc voilà, l'objectif, en finir avec le déficit et ouvrir la voie au retour à la retraite à 60 ans. Voilà ce qu'il nous faut. Modulation des cotisations selon le comportement de l'entreprise. Là aussi, une entreprise qui, en matière d'emploi, en matière d'égalité salariale, est vertueuse, on peut imaginer une bonification à la place d'un malus pour l'entreprise qui, elle, investit dans la destruction de la planète ou qui mène des politiques de recrutement, des politiques, qui est pas vertueuse dans ses méthodes de management non plus, quoi. Donc on arrive au cinquième axe qui va permettre d'ouvrir le débat ensuite, c'est de provoquer un choc de l'emploi et du développement humain pour transformer l'économie. Et clairement là c'est un choix politique qui doit être fait, c'est faire passer l'humain et la planète avant le capital. C'est pas des simples mots, quoi. C'est vraiment un combat politique qu'il va falloir mener. Parce que c'est un choc d'abord sur l'emploi public, les recrutements massifs dans les services publics répondent à des besoins urgents et ils ont un effet économique. L'emploi, là il faut imaginer un cercle, mais l'emploi crée de l'activité, élargit les recettes fiscales, renforce la cohésion sociale et c'est comme ça qu'on va faire grossir aussi le gâteau, l'assiette fiscale dont on parle souvent et qu'on va permettre au pays non plus de s'appauvrir en remboursant une dette quasi fictive, mais de s'enrichir pour les générations futures. Et ce choc s'appuie sur une nouvelle logique de production fondée sur la relocalisation. Je parlais tout à l'heure de ce qui se passe en matière industrielle en France, mais il faut comprendre qu'une industrie qui disparaît, c'est des savoir-faire, c'est des histoires ouvrières aussi qui s'arrêtent. Et faire revenir l'industrie, c'est tout un combat. On n'a pas trop conscience de ça. Souvent, il y a l'image de la France détruite après la Seconde Guerre mondiale, où là, on a fait tourner les industries pour renflouer le pays. On sait de quoi on parle ici dans le Nord. Aujourd'hui, ça arrive, on n'a plus d'industrie pour faire tourner la machine, quoi. C'est clairement un truc qu'on nous a enlevé, une politique organisée depuis maintenant 3 décennies au moins, où méticuleusement, les industries disparaissent les unes après les autres et au final, là on a plus grand chose, quoi. Donc je veux pas être pessimiste, mais je veux dire qu'il va falloir se retrousser les manches, camarades. Donc fondé sur la relocalisation, la formation et la montée en qualification. La montée en qualification, c'est aussi donner le sens au travail. Qu'est-ce que c'est ? C'est aussi un outil d'émancipation pour chacun, que chacun puisse s'élever, accéder à la culture et s'émanciper et réfléchir. Donc l'argent public ne doit pas subventionner la rentabilité financière, mais orienter l'économie vers des productions utiles socialement et surtout et aussi écologiquement.